Fermez les yeux un instant. Oubliez la lumière blanche et stérile de nos vies modernes, le son aseptisé des appareils électroniques, l'odeur neutre de nos intérieurs climatisés. Laissez tout cela évanouir. À la place, sentez une fraîcheur humide s'infiltrer à travers vos vêtements. Une brume tenace qui s'accroche au bâtiment comme un linceul. Vous êtes ailleurs. Et surtout, vous êtes autrefois. La journée s'achève à peine, mais déjà, le ciel prend des teintes de meurtrissure, un violet profond qui se mélange au gris de la fumée échappant des cheminées. L'air que vous respirez est épais, chargé d'odeurs de bois brûlé, de terre mouillée et de quelque chose de plus âcre, de plus organique, que votre nez moderne peine à identifier. C'est l'odeur de la vie, brute et sans filtre. Une époque où la frontière entre le guérisseur et le bourreau était d'une porosité pour le moins inquiétante. Vous marchez. Vos semelles heurtent lourdement les pavés inégaux et glissants, créant un écho sourd dans la ruelle étroite. Les murs des maisons à colombage semblent se pencher vers vous, comme de vieux vieillards curieux, leurs ombres vaisses, étirant et dansant à la lueur vacillante des rares lanternes. Le silence n'existe pas vraiment ici. Il est remplacé par un murmure constant. Le bruit lointain d'un marteau sur une enclume, les éclats de voix provenant d'une taverne, le pleur étouffé d'un enfant derrière une fenêtre close. Et surtout, ce son omniprésent et discret. La toux. Une toux sèche ici, une toux grasse un peu plus loin. C'est la bande-son de la ville, le rappel constant que les corps sont fragiles, que les poumons se fatiguent, et que chaque hiver est une mise à l'aile, épreuve. Ce soir nous allons nous pencher tout doucement, sur ces remèdes que seul le désespoir pouvait enfanter. La place du marché, même à cette heure tardive, grouille encore d'une vie résiduelle. Les étals sont presque vides, mais l'odeur des légumes oubliés, commençant déjà à pourrir sur la paille souillée, se mêle à celle, plus forte, du fumier des chevaux et des effluves de la rivière toute proche, qui sert à la fois d'abreuvoir, et de égout. Vous observez les visages autour de vous. Des visages creusés par le labeur, des peaux marquées par le froid et le soleil, des regards où la fatigue le dispute à la méfiance. Une femme enveloppée dans un châle rapiécé vend les dernières herbes de sa récolte, promettant qu'elles apaisent les fièvres, et calment les esprits tourmentés. Un peu plus loin, un homme à l'allure de charlatan vante les mérites d'un élixir sombre dans une fiole crasseuse. Un remède universel bon pour les maux de dents comme pour les peines de cœur. C'est ici, au milieu de cette cacophonie d'espoir et de mensonges, que naissent les traitements qui en réalité, que de subtils poisons. Vous poussez la lourde porte en bois d'une taverne. Une vague de chaleur et de bruit vous enveloppe aussitôt. L'air est presque irrespirable, un mélange de sueur humaine, de vin renversé, de fumée de pipe et de graisse de cuisson. Des hommes sont attablés, leurs voix rauques couvrant le crépitement du feu dans l'immense cheminée. Leurs mains, calleuses et sales, serrent des chopes en étain. Vous vous trouvez une place dans un coin sombre, sur un banc de bois poli par l'usure. Personne ne fait attention à vous. Les conversations tournent autour des mêmes sujets, la maigreur de la récolte, la cruauté des impôts, et la maladie qui a emporté le fils du forgeron. On échange des conseils, des remèdes de grand-mère, des superstitions. Appliquer une pâte de poulet chaude sur un furoncle, boire une décoction d'ortie pour purifier le sang. Des gestes de survie, un savoir précaire transmis de génération en génération, où la magie et la médecine s'entremêlent sans distinction. La nuit est maintenant complètement tombée. La ville s'est tue, ou presque. Le vent s'engouffre dans les ruelles, portant avec lui des gémissements lointains, et le grincement d'une enseigne mal fixée. C'est l'heure où les peurs se réveillent. C'est dans le silence de votre chambre, une simple paillasse jetée sur un plancher de bois, que la moindre douleur prend des proportions démesurées. La dent qui lance, le poing dans le côté, la fièvre qui monte doucement, et fait perler la sueur à votre front. Il n'y a pas de médicament à portée de main. Pas de numéro d'urgence à composer. Il n'y a que l'obscurité, le froid qui s'insinue par les fentes du mur, et cette angoisse sourde face à la mécanique de votre propre corps, si mystérieuse et si prompte à se dérégler. Alors, installez-vous confortablement, tandis que nous levons le voile sur cet espoir étrange et mal avisé, niché au cœur des pratiques médicales les plus barbares de notre histoire. Le matin se lève, non pas avec la clarté d'une promesse, mais avec la lenteur d'une résignation. La brume est toujours là, plus épaisse encore, transformant la ville en un décor fantomatique. Les premiers bruits reprennent. Le claquement des sabots sur les pavés, le cri d'un vendeur ambulant, le tintement lointain des cloches de l'OL, église. Vous sortez, et l'humidité vous saisit, pénétrante. L'odeur de la nuit est encore présente, mais elle se mêle désormais à celle du pain qui cuit. Vous passez devant l'échoppe du barbier chirurgien. La porte est fermée, mais à travers la vitre sale, vous pouvez deviner l'alignement de ses outils sur une étagère. Pince, scalpel, et cette terrifiante scie à amputation, qui ressemble plus à un instrument de menuiserie qu'à un outil de soin.
C'est lui que l'on vient voir pour une rage de dents, pour une vilaine blessure, ou pour la fameuse saignée, ce traitement à tout faire censé rééquilibrer les humeurs du corps, mais qui bien souvent ne faisait qu'affaiblir un peu plus le malade. Le marché a repris ses droits. C'est un tableau vivant et bruyant. Les couleurs des épices, le rouge sang de la viande suspendue au croc des bouchers, le vert des légumes encore couverts de terre. Les voix se superposent, les rires fusent, les disputes éclatent. Au milieu de ce chaos, vous remarquez une femme qui pleure en silence, son enfant dans les bras, le visage brûlant de fièvre. Autour d'elle, les conseils pleuvent, contradictoires et péremptoires. L'une lui conseille d'envelopper le petit dans des linges froids, l'autre jure qu'il faut au contraire le faire transpirer près du feu. Une troisième lui parle d'un apothicaire, de l'autre côté de la ville, qui posséderait une poudre miraculeuse à base de crâne humain broyé. Chaque conseil est un pari, chaque remède une potentielle condamnation. Aimez cette histoire seulement si elle vous a vraiment touché, et poursuivez ce voyage avec nous, dans les méandres d'une science qui n'en était pas encore une. Le soleil de midi perce enfin la brume, mais sa chaleur est timide, presque apologétique. Elle ne parvient pas à sécher la boue qui recouvre les rues, une boue tenace et collante. Mélange de terre, de détritus et d'excréments. Vous devez regarder où vous mettez les pieds pour ne pas glisser ou vous enfoncer jusqu'à la cheville. Cette saleté omniprésente n'est pas qu'un désagrément. C'est un ennemi. C'est le nid de toutes les maladies, le terrain de jeu des rats qui filent le long des murs, porteurs de puces et de promesses funestes. On vous a appris à vous méfier de l'air lui-même, des miasmes qui, élèvent des zones marécageuses ou des tas d'ordures, des vapeurs invisibles capables de corrompre le corps de l'intérieur. Dans ce monde, le danger est partout, impalpable, et la seule défense est un mélange de prières, de talismans, et d'une confiance aveugle en des remèdes dont la logique nous échappe aujourd'hui complètement. La journée étire, monotone. Dans l'atelier d'un artisan, vous observez un homme travailler le cuir. Sa main gauche est enveloppée dans un bandage sale. Il y a quelques jours, son couteau a dérapé. La plaie s'est infectée. Elle est devenue rouge, chaude, et une douleur lancinante remonte le long de son bras. Il continue de travailler, car s'arrêter signifierait ne pas pouvoir nourrir sa famille. Ce soir, sa femme lui appliquera un cataplasme de sa composition. Un mélange de bouse de vache et de toile d'araignée, censé tirer le mal hors de la blessure. C'est un geste d'amour et de désespoir, une tentative dérisoire de repousser ce qui semble inévitable. Personne ici n'a entendu parler de bactéries ou d'asepsie. L'infection est une punition divine, une mauvaise humeur, une malchance. Et contre la malchance, on se bat avec les armes du bord, aussi étranges et inefficaces soient-elles. Alors que le crépuscule revient, vous vous retrouvez près du port. L'odeur de la marée basse, du poisson et du goudron est puissante. Les marins, au visage buriné par le sel et le vent, racontent des histoires de terres lointaines, mais aussi de maladies étranges attrapées au-delà des mers. Le scorbut qui fait tomber les dents, les fièvres tropicales, qui emportent un équipage en quelques jours. Ils ont rapporté dans leur cale des épices rares, des tissus précieux, mais aussi, sans le savoir, de nouveaux maux, de nouvelles souches de maladies contre lesquelles les corps d'ici n'ont aucune défense. Chaque navire qui accoste est une promesse de richesse et une menace de mort. C'est un monde connecté par le commerce, mais aussi par la contagion. Commentez l'instant précis où vos paupières sont devenues trop lourdes, et laissez-vous porter par le flot de cette histoire. La pluie commence à tomber. Une pluie fine et froide qui transforme la poussière en boue, et fait briller sinistrement les pavés. Vous vous abritez sous le porche d'une église. À l'intérieur, la lueur des cierges danse et projette des ombres mouvantes sur les statues de saints. Vous entendez le son étouffé d'une prière, une supplique adressée à Saint Roch, le protecteur contre la peste, ou à Sainte Apolline, que l'on invoque pour soulager les maux de dents. La foi est le premier des remèdes, le plus accessible. Quand la science des hommes est impuissante, quand les potions de l'apothicaire ont échoué, il reste le ciel. On promet un pèlerinage, on offre une bougie, on marchande avec le divin pour obtenir un sursis. C'est un système de santé parallèle, basé sur l'espoir et la dévotion, où le salut de l'âme et la guérison du corps sont intimement liés, pour le meilleur et souvent pour le pire. Vous rentrez enfin chez vous, si l'on peut appeler ainsi cette pièce unique, où s'entasse toute une famille. Le feu dans l'aile, âtre et presque éteint. L'humidité semble venir du sol, des murs, de l'air lui-même. Vous vous allongez, le corps endolori par la journée. Vous écoutez la respiration des autres, les petits bruits de la nuit. Vous pensez à cette frontière si mince, entre être en bonne santé et tomber malade. Un simple courant d'air, un repas avarié, une petite coupure. Le quotidien est une suite de risques calculés et de hasards. Et lorsque la maladie frappe, commence alors une autre aventure. Un voyage incertain, entre les mains de la matrone du village, de l'herboriste, du barbier chirurgien, ou du charlatan de passage.
Un monde où l'intention de guérir existait bel et bien, mais où les connaissances, pour y parvenir, étaient un labyrinthe de superstitions, d'erreurs et de coups de chance parfois mortels. La journée qui s'achève n'est qu'un prélude à celle qui va naître, une répétition presque identique de la précédente. Le cycle de la fatigue est la seule horloge fiable dans ce monde, où le soleil lui-même semble hésiter à se montrer. Le repos de la nuit n'est pas une réinitialisation, mais une simple pause, un entracte trop court, avant que le corps ne soit à nouveau jeté dans la grande machinerie du labeur. Car pour la plupart des gens que vous croisez, la vie n'est pas une histoire avec un début et une fin, mais une série de gestes répétés jusqu'à l'usure. Chaque métier est une sentence, une lente érosion de la chair et de l'esprit. Chaque aube est une convocation devant le même tribunal du travail, où la seule peine est de continuer. Nous allons maintenant descendre, plus profondément encore, dans le quotidien de ceux dont les corps sont les véritables outils, les engrenages silencieux, qui font tourner cette société fragile et brutale. Le premier souffle du matin est un mensonge. Il n'a rien de pur. Pour le mineur, il a le goût de la poussière de charbon de la veille, encore piégée au fond de sa gorge. Vous descendez avec lui dans les entrailles de la terre, un voyage vertical vers un monde sans ciel. La cage en bois grince et gémit comme un animal blessé, vous plongeant dans une obscurité totale, humide et froide. L'air se raréfie, devient lourd, chargé de l'odeur de la roche mouillée, de la sueur des hommes, et de ce gaz que l'on nomme le grisou, ce fantôme invisible et inflammable, qui hante chaque galerie. Votre seule lumière est la flamme vacillante d'une petite lampe à huile fixée à votre front. Une lueur fragile, qui danse et révèle des murs suintants, et des visages noirs de suie, où seuls les yeux brillent d'une lueur blanche et inquiète. La journée commence. Le son est assourdissant, rythmé, implacable. C'est le choc du pic contre la veine de charbon. Vous levez l'outil, vos muscles protestent déjà. Le bois du manche est glissant de sueur. Vous l'abattez de toutes vos forces. Un bruit sec. Un éclat de roche noire. Et un nuage de poussière fine qui vous enveloppe, que vous respirez, que vous avalez. Et vous recommencez. Lever. Abattre. Un éclat. Un nuage de poussière. Le geste devient mécanique, votre esprit s'engourdit. Vous êtes plus qu'un bras, une épaule. Un dos qui se contracte et se relâche. Autour de vous, d'autres hommes, parfois des enfants, répètent la même danse macabre, leur respiration courte et sifflante se mêlant au fracas du métal contre la pierre. C'est une chorégraphie de l'aile, épuisement, exécutée dans le noir pour quelques pièces. La poussière est une compagne fidèle. Elle se loge sous vos ongles, dans vos cheveux, dans les plis de votre peau. Mais c'est à l'intérieur qu'elle fait son œuvre la plus patiente et la plus destructrice. Elle tapisse vos poumons, couche après couche, jour après jour, les transformant lentement en une masse dure et inerte, une pierre dans votre poitrine. La toux du mineur n'est pas une maladie, c'est une certitude. D'abord sèche, puis grasse, elle finit par ramener des crachats noirs, des morceaux de la mine que votre corps tente désespérément d'expulser. Vous voyez des hommes plus âgés, le dos voûté, s'arrêter en plein effort pour cracher cette matière sombre, le souffle court, avant de reprendre le pic, car s'arrêter c'est mourir de faim avant de mourir d'asphyxie. La pause de midi est une parodie de repos. Assis à même le sol froid et humide, dans l'obscurité presque totale, vous sortez de votre besace un morceau de pain dur et un oignon. Vos mains sont si noires que vous ne faites plus la différence entre la saleté et la nourriture. L'eau dans votre gourde a un goût de fer et de renfermé. Vous mangez en silence, ou en échangeant quelques mots rauques avec vos compagnons. Les conversations sont rares. La fatigue pèse trop lourd sur les langues. Vous entendez le goutte à goutte incessant de l'eau qui s'infiltre, le grignotement lointain des étais en bois qui soutiennent des tonnes de roches au-dessus de votre tête, et qui parfois, sans prévenir, cèdent dans un craquement sinistre. Chaque repas pourrait être le dernier. Le travail reprend. Lever. Abattre. Un éclat. Un nuage de poussière. Les heures cirent, étirent, indéfinissables dans cette nuit perpétuelle. La chaleur de votre propre corps se mêle à la froideur de la roche. Vous sentez une douleur sourde dans le bas de votre dos, une brûlure dans vos épaules. Jean à côté de vous s'est redressé trop vite, et sa tête a heurté une saillie rocheuse. Une coupure au front. Le sang se mêle à la suie, créant une pâte rougeâtre sur son visage. Il ne dit rien, il s'essuie d'un revers de main et continue de frapper. Une blessure n'est qu'un inconvénient, une distraction. Le véritable ennemi est invisible. Il est dans l'air que vous respirez, dans ce poison que vous inhalez à chaque seconde, pour extraire le combustible qui chauffera les maisons des autres. La fin de la journée est une résurrection. La remontée dans la cage qui grince est un retour à la vie. Lorsque vous émergez enfin à l'air libre, la lumière du jour, même grise et faible, vous aveugle comme un coup de poing.
Vous clignez des yeux. Fantôme couvert de noir. Silhouette irréelle se détachant sur le paysage morne du carreau de la mine. L'air frais vous semble étrangement léger, presque vide. Vous toussez, encore et encore, essayant de purger vos poumons de la journée. Le salaire est maigre, à peine de quoi acheter le pain, et le peu de lard, qui constituera le repas du soir. Vous rentrez chez vous, laissant derrière vous une traînée de poussière de charbon. Votre femme vous attend. Elle ne vous regarde plus avec surprise, mais avec une résignation lasse. Le soir, après une toilette sommaire à l'eau froide, qui ne parvient jamais à enlever complètement la crasse incrustée, vous vous asseyez à table. Le silence est lourd. Vous êtes trop fatigué pour parler. Vos enfants jouent sur le sol en terre battue, et vous remarquez qu'eux aussi ont cette petite toux sèche. Ils respirent la poussière qui échappe de vos vêtements, celle qui a imprégné les murs de la masure. La mine ne reste pas sous terre. Elle vous suit, s'infiltre dans votre foyer, dans le corps de ceux que vous aimez. Elle est un héritage, une malédiction transmise de père en fils. Et quand la nuit tombe, dans votre lit, vous continuez d'entendre le bruit du pic contre la roche, et vous sentez le poids de la montagne sur votre poitrine. Pendant que les hommes épuisent sous terre, d'autres se consument dans des salles immenses et bruyantes. Entrez dans l'univers de la filature. L'air n'est pas noir de charbon, mais blanc de poussière de coton. Des milliers de fines particules flottent en suspension, créant un brouillard permanent que la faible lumière des fenêtres peine à traverser. L'odeur est celle de l'huile des machines et de la fibre brute, une odeur douceâtre et écœurante. Mais le plus terrible, c'est le bruit. Un vacarme continu, assourdissant, un rugissement métallique composé du cliquetis de milliers de broches tournant à une vitesse folle. Il est impossible de parler, à peine possible de penser. On communique par des gestes, des signes, des cris qui se perdent dans la cacophonie. Vous êtes une ouvrière, peut-être une enfant. Votre place est entre deux de ces monstrueux métiers à filer. Votre travail est une surveillance de tous les instants. Vos yeux doivent balayer les centaines de fils qui tirent, étirent, fins et fragiles comme des toiles d'araignée. Votre tâche est de repérer le fil qui casse. Et il casse sans cesse. Dès que vous en voyez un, vous devez vous précipiter. Vos doigts, petits et agiles, doivent retrouver les deux extrémités dans le fouillis des broches en mouvement, les renouer d'un geste précis et rapide, avant que la machine ne s'en mêle. C'est une course contre la mécanique, un balai dangereux, où la moindre hésitation, la moindre maladresse peut vous coûter un doigt, une main, happée par les engrenages. Vos journées sont une succession de ces gestes nerveux et précis, noués, renoués, encore et encore. Vous marchez des kilomètres, faisant des allers-retours le long de votre rangée de machines. Le plancher en bois vibre sous vos pieds, la trépidation remonte le long de vos jambes, de votre colonne vertébrale. Vous ne sentez plus le sol, vous êtes une partie de la machine. La poussière de coton, cette neige perpétuelle, se dépose sur vous, dans vos cheveux, sur vos cils. Vous la respirez. Elle est moins agressive que la poussière de charbon, mais tout aussi sournoise. Elle provoque la bicinose, la maladie des poumons de coton, une oppression thoracique qui s'installe le lundi, après le repos du dimanche, et qui s'aggrave d'année en année jusqu'à l'insuffisance respiratoire. La chaleur dans l'atelier est étouffante. Les machines dégagent une température de fournaise, et l'air est maintenu volontairement humide pour éviter que les fils ne deviennent trop cassants. Vous travaillez en sueur, vos vêtements collés à la peau, la soif est constante. Une jeune fille, pas plus âgée que vous, s'effondre, terrassée par la fatigue et la chaleur. Personne ne s'arrête. Le contremaître la traîne sans ménagement dans un coin, pour qu'elle reprenne ses esprits. Le vacarme continue. La production ne peut souffrir aucun retard. Votre monde est réduit à cet espace bruyant, à ce brouillard de coton, et à cette danse frénétique de vos doigts sur les fils. Vous oubliez qu'il y a un ciel, des arbres, du silence. La pause est brève. 15 minutes pour avaler un morceau de pain que vous avez gardé dans votre poche, désormais couvert de peluche de coton. Vous le mangez à la hâte, assise sur le sol, le dos contre un mur qui vibre encore. Le silence relatif, quand une partie des machines est arrêtée pour maintenance, est presque douloureux. Il révèle un bourdonnement aigu dans vos oreilles, un acouphène permanent, la cicatrice auditive laissée par le bruit incessant. Vous regardez les autres visages, jeunes et déjà vieux. Marqués par la même fatigue, le même regard vide. Il n'y a pas de camaraderie ici, juste une coexistence forcée dans un enfer mécanique. Vous n'avez même pas la force de vous plaindre. Le retour au travail est une torture. Le corps, qui a à peine eu le temps de se détendre, doit se remettre en mouvement. Les doigts sont raides, les yeux piquent à cause de la poussière. Élodie, qui travaille à côté de vous, a les doigts en sang. Elle s'est coupée en renouant un fil trop vite. Elle enroule un chiffon sale autour de la blessure et continue, le visage crispé par la douleur. Le sang se mêle à la poussière de coton. Elle ne peut pas se permettre de s'arrêter. Chaque minute perdue est une minute de salaire en moins.
Et le salaire est déjà si misérable qu'il ne permet que de survivre, pas de vivre. Vous apprenez à ignorer la douleur, la vôtre comme celle des autres. C'est une condition nécessaire pour tenir jusqu'au soir. Lorsque la cloche sonne enfin la fin de la journée, le soulagement est immense, mais de courte durée. Vous sortez de l'usine, chancelante, couverte de cette poussière blanche, qui vous donne l'air d'une vieille femme prématurée. Le silence de la rue vous agresse. Le bourdonnement dans vos oreilles prend toute la place. Vous rentrez dans la chambre minuscule que vous partagez avec votre famille. L'odeur de la filature vous a suivi, elle a imprégné vos vêtements, votre peau. Le soir vous toussez, une toux sèche qui vous secoue et vous empêche de trouver le sommeil. Vous rêvez de machines, de fils qui se cassent, de doigts qui courent. Le travail ne vous quitte jamais, même dans vos rêves. Il est le poison lent qui vous consume de l'intérieur. Changeons d'air, si l'on peut dire. Avant même que la première lueur de l'aube ne vienne teinter le ciel, le boulanger est déjà debout. Sa journée ne commence pas avec le soleil, mais avec le feu. Vous entrez avec lui dans le fournil. Une chaleur intense vous saisit. Une chaleur humide et lourde. L'air sent bon la farine, la levure et le bois qui se consument dans la gueule béante du four. C'est une odeur réconfortante, l'une des rares odeurs agréables de cette ville. Mais pour celui qui la respire 12 heures par jour, elle est l'odeur du labeur. La farine vole, fine et blanche, se déposant sur chaque surface, sur ses cheveux, ses sourcils, le transformant en une statue vivante et poudrée. Le premier geste, toujours le même, est celui du pétrissage. Sur la grande table en bois, la huche, il verse la farine, creuse un puits, ajoute l'eau, le sel, le levain. Et puis, le corps à corps commence. Il plonge ses bras nus dans la masse collante et fraîche. Il pousse, il plie, il retourne, il écrase. Tout son corps est engagé. Ses épaules, son dos, ses jambes. C'est une lutte, une danse lente et puissante. La pâte résiste, puis elle cède, s'assouplit, devient vivante sous ses mains. Le rythme est lent, régulier. Le seul son est celui de sa respiration, de la pâte qui claque contre le bois. C'est un travail de force, une épreuve d'endurance répétée chaque nuit, dans la solitude et la chaleur du fournil. Ses bras sont noueux, comme de vieilles branches. Ses mains sont larges, épaisses, la peau tannée par la chaleur et couverte de petites cicatrices de brûlure. Chaque jour, il risque le contact avec le four brûlant, avec les pelles en métal chauffées à blanc. Une brûlure est la marque de fabrique du boulanger, un baptême du feu quotidien. Et puis, il y a la farine. Cette poussière blanche et volatile qu'il respire constamment. Elle s'accumule dans ses poumons, tout comme la poussière de charbon ou de coton. Elle provoque l'asthme du boulanger, une maladie qui le laisse essouffler, le sifflement de sa respiration couvrant parfois le crépitement du feu. Il donne le pain, la vie, mais à chaque fournée il sacrifie un peu de la sienne. La journée est une succession de cycles immuables. Pétrir, laisser reposer, façonner les pains, les laisser lever, puis les enfourner. L'enfournement est le moment le plus critique. À l'aide d'une longue pelle en bois, il doit glisser les pâtons au plus profond du four, là où la chaleur est la plus intense. Le souffle brûlant qui s'en échappe lui lèche le visage, lui grille les sourcils. Il doit être rapide, précis. Une seconde d'inattention et le pain est mal placé, mal cuit. Une seconde de maladresse, et c'est son bras qui est brûlé. Il travaille dans une urgence constante, dictée par la fermentation de la pâte et la température du four. Il est le maître du temps, mais aussi son esclave. Sa pause, il la prend debout, adossé au mur tiède, en buvant une chope d'eau fraîche qui évapore aussitôt en sueur. Il grignote un quignon de pain de la veille. C'est l'ironie de son métier. Il nourrit toute la ville, mais se contente souvent des restes. Il regarde le feu danser dans le four, une présence vivante et dévorante. Il ne se plaint pas. Son père était boulanger, son grand-père aussi. C'est une tradition, une fierté. La fierté de transformer des ingrédients simples, farine, eau, sel, en cet aliment essentiel. Mais cette fierté a un coût, inscrit sur son corps, dans ses poumons, dans la fatigue qui creuse ses traits. Le matin, lorsque les premiers clients arrivent, attirés par l'odeur du pain chaud, il est épuisé, il a déjà une journée de travail derrière lui. Il sert les gens, le visage impassible, couvert de farine et de sueur. Il entend les nouvelles de la ville, les ragots, les plaintes. Il est au cœur de la vie du quartier, mais il en est aussi détaché, enfermé dans son cycle de chaleur et de fatigue. Il voit passer les visages, les bien portants et les malades. Et il sait que le pain qu'il leur vend est peut-être la seule chose chaude et réconfortante de leur journée. C'est sa contribution, sa petite victoire contre la misère ambiante. Quand il a vendu son dernier pain, il ne se repose pas. Il doit nettoyer le fournil, préparer le levain pour le lendemain, fendre le bois pour le four. Sa journée ne se termine que tard dans l'après-midi, alors que les autres commencent à peine à penser au souper.
Il rentre chez lui, l'odeur du pain collée à sa peau. Il mange peu, l'estomac noué par la chaleur et la fatigue. Il s'endort d'un sommeil lourd, un sommeil de plomb, pour quelques heures seulement. Avant même que la lune ne soit haute dans le ciel, il devra se lever et retourner au fournil. Pour recommencer. Le cycle ne s'arrête jamais, sauf si la maladie ou la mort vient le briser. Quittons la chaleur du fournil, pour le froid mordant de la mer. Le pêcheur, lui, se lève dans la nuit noire. Son réveil est le cri des mouettes et le clapotis de l'eau contre la coque des bateaux. Vous l'accompagnez sur le quai. L'air est saturé de sel, d'iode, et de l'odeur pénétrante du poisson et du goudron. Un vent glacial vous gifle le visage, promettant une journée rude. Il ne dit rien. Les hommes de la mer sont silencieux. Ils embarquent sur leurs petites coquilles de noix, qui semblent si fragiles face à l'immensité sombre de l'eau. Le seul bruit est le grincement des avirons, ou le claquement de la voile qui se hisse, avide de vent. Le travail est une bataille contre les éléments. Le froid, l'humidité, la mer. Le pêcheur n'est jamais au sec. L'eau salée s'infiltre dans ses bottes, à travers ses vêtements lui ronge la peau. Ses mains sont son outil principal, et sa plus grande souffrance. Perpétuellement mouillée, gelée, elle tire sur les cordes rêches des filets, se coupe aux arêtes des poissons, aux coquillages. La peau est crevassée, parcourue de cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment. On dit que les mains d'un pêcheur ne sentent plus la douleur, mais c'est un mensonge. Elles sont un tourment constant, une douleur sourde qui remonte le long des bras, jusqu'aux épaules. La tâche est répétitive, éreintante. Lancer le filet, attendre, puis le remonter. C'est le moment de l'effort suprême. Tous les muscles se tendent pour arracher à la mer son butin. Le dos se courbe, les jambes se calent contre le bastingage. Le filet est lourd, non seulement du poids des poissons, mais surtout du poids de l'eau. Chaque remontée est une épreuve de force. Et souvent, la déception est au rendez-vous. Le filet est plein d'algues, de méduses, ou de poissons sans valeur. Et il faut recommencer. Lancer, attendre, remonter. Le regard perdu sur l'horizon gris où le ciel et la mer se confondent. Le danger est partout. Une vague plus forte que les autres peut balayer un homme par-dessus bord. La brume peut tomber soudainement, effaçant tout repère, vous laissant seul et perdu au milieu de nulle part. La tempête peut se lever en quelques minutes, transformant la mer en un monstre déchaîné qui joue avec votre bateau, comme avec un fétu de paille. Chaque sortie en mer est un pari. Le pêcheur ne craint pas la mort, il vit avec elle. Il a vu des amis, des frères, des pères, disparaître dans les flots. C'est le tribut que la mer réclame, en échange de la maigre subsistance qu'elle consent à donner. La pause est un moment volé au travail et au froid. Accroupi à l'abri précaire du vent, il mâche un morceau de poisson séché et de pain rassis. Sa boisson est l'eau de pluie recueillie dans un tonneau, ou parfois une rasade d'eau de vie qui brûle la gorge et réchauffe le ventre pour quelques instants. Il ne profite d'aucun paysage. La mer n'est pas belle, elle est son lieu de travail, son adversaire, sa source de revenus. Il la connaît, il la respecte, mais il ne l'aime pas. Il en connaît les courants, les colères, les caprices. C'est une relation de méfiance et de nécessité. Le retour au port, au crépuscule, est un soulagement. Le bateau est lourd de la pêche du jour, si la chance a été au rendez-vous. L'odeur du poisson est maintenant partout, imprégnant le bois, les vêtements, la peau. Sur le quai, il faut encore trier le poisson, le vider, le vendre. Les mains, déjà douloureuses, sont à nouveau plongées dans le froid et le sang. Le gain de la journée est partagé entre les hommes de l'île, équipage. C'est rarement une fortune. Juste de quoi acheter de quoi manger, réparer un filet, et boire un verre à la taverne pour oublier la fatigue et le froid. Le soir, le pêcheur rentre chez lui. Il apporte avec lui l'odeur de la mer et du poisson. Sa femme l'accueille en silence. Elle sait la fatigue, le danger. Dans leur petite maison, le vent siffle. Et on entend le bruit lointain des vagues. Il s'assied près du feu, les mains tendues vers la chaleur, essayant de dénouer les doigts gourds. Le rhumatisme le ronge. L'humidité s'est installée dans ses os. Chaque mouvement est une douleur. Il s'endort sur sa chaise, épuisé, rêvant du balancement du bateau, un mouvement qui ne le quitte jamais, même sur la terre ferme. Demain, avant l'aube, il faudra repartir. La mer attend. Il existe des professions où le poison n'est pas un accident mais une certitude. Entrez, si vous l'osez, dans l'une de ces fabriques d'allumettes de la fin du XIXe siècle. L'air y est perpétuellement nimbé d'une lueur verdâtre et spectrale, et une odeur d'ail tenace et écœurante flotte en permanence. Vous travaillez ici, souvent dès l'enfance, pour un salaire de misère. Votre tâche consiste à tremper de fins bâtonnets de bois, dans une pâte de phosphore blanc, une substance si volatile qu'elle brille dans le noir. La nuit, en rentrant chez vous, votre peau, vos cheveux, votre haleine même, émettent cette lueur fantomatique. C'est une curiosité amusante au début, une sorte de magie sinistre. Mais cette magie a un prix, et il se paie avec vos os.
Le phosphore s'infiltre lentement dans votre corps, par la respiration, par les petites caries de vos dents. Il a une affinité particulière pour le calcium. Il commence par s'attaquer à votre mâchoire. Une simple rage de dents devient le prélude à un cauchemar. La douleur est atroce, lancinante. Puis un abcès se forme, dégageant une odeur de putréfaction si forte que vos proches reculent. Votre propre famille ne supporte plus votre présence. La chair de votre visage commence à se nécroser, et l'os de la mâchoire, exposé, continue de luire dans l'obscurité. C'est la Phosphijao, la mâchoire de phosphore. Le seul traitement est une chirurgie barbare, l'ablation complète de l'os maxillaire, vous laissant défigurer à vie, si toutefois vous survivez à l'opération. Imaginez maintenant un autre type de lueur, plus séduisante, presque féerique. Nous sommes dans les années 1920, et une nouvelle merveille a conquis le monde. La peinture au radium. Elle permet aux chiffres des montres et des instruments de bord de briller dans la nuit. Dans les ateliers, de jeunes femmes, les Radium Girls, sont chargées de cette tâche délicate. Elles utilisent de fins pinceaux, qu'elles doivent pointer pour garder une mine parfaite. Et pour ce faire, on leur conseille une méthode simple et efficace. Les pincer entre leurs lèvres. Lèvres, pointe, peinture. Un geste répété des centaines de fois par jour. Elles avalent ainsi, sans le savoir, des quantités infimes de ce poison radieux. Pour s'amuser, elles se peignent parfois les ongles ou les dents avec, rentrant chez elles le soir en brillant de mille feux. Mais le radium, comme le phosphore, est un amant possessif. Il se loge dans les os, les confondant avec le calcium. Et de là, il commence son lent travail de destruction. Les premières victimes souffrent d'anémie, de fractures spontanées. Leurs os deviennent friables comme de la craie. Puis vient la nécrose de la mâchoire, un écho terrifiant du mal des allumettières. Des tumeurs se développent, des sarcomes osseux d'une agressivité inouïe. Les médecins sont désemparés face à cette maladie nouvelle et terrible. Ils examinent leurs patientes dans le noir et voient leur squelette entier émettre une lueur funèbre à travers leur peau. Elles étaient devenues, littéralement, des fantômes de leur vivant, consumées de l'intérieur par la lumière qu'elles avaient si innocemment portée à leur bouche. Le poison n'est pas toujours là où on l'attend. Il peut se cacher dans la beauté, dans la couleur qui égaye vos intérieurs. Au XVIIIe et XIXe siècle, une nouvelle couleur fait fureur, le vert de Chelles, ou vert arsenic. C'est une teinte vibrante, intense, que l'on retrouve partout. Dans les papiers peints qui ornent les murs des plus belles demeures, dans les robes des dames à la mode, dans les fleurs artificielles, et même dans les confiseries. Vous vivez peut-être dans une chambre tapissée de ce magnifique vert émeraude. Vous vous endormez chaque soir entouré de motifs de feuilles et de lianes luxuriantes. Mais l'humidité de la pièce, la chaleur du feu, libère de l'arsenic sous forme de gaz. Chaque nuit vous respirez un peu de votre décor. Les symptômes sont insidieux. Maux de tête chroniques, nausées, fatigue persistante. Vous consultez un médecin qui vous diagnostique une constitution fragile ou une mélancolie. Pendant ce temps, votre papier peint continue de vous tuer à petit feu. On raconte que Napoléon lui-même, en exil à Sainte-Hélène, aurait été une victime de sa chambre verte. Les enfants, plus fragiles, sont les premiers à succomber à ces environnements toxiques, victimes de convulsions et de troubles respiratoires que personne ne comprend. La beauté était devenue un piège mortel, et votre maison, ce refuge supposé, une chambre à gaz lente et élégante. Il fallait se méfier du progrès, surtout quand il était joli. Parfois, le danger n'est pas un poison lent, mais une explosion de violence pure. Imaginez-vous à New York, en 1911, au 8e étage de l'usine Triangle Shirtwaist. Vous êtes l'une des centaines de jeunes immigrants entassés au milieu des machines à coudre, des montagnes de chutes de tissus et des paniers d'osier. L'air est lourd de poussière de textile. Soudain, une cigarette mal éteinte, une étincelle. Le feu prend avec une rapidité foudroyante, se nourrissant des tissus inflammables. La panique éclate. Vous vous précipitez vers les sorties, mais les portes sont fermées à clé. Votre patron les verrouille chaque jour pour empêcher les pauses non autorisées et les vols. Vous êtes piégé. La fumée noire et âcre remplit la pièce, vous brûle les poumons, vous aveugle. La chaleur est insoutenable. Les escaliers sont un brasier. L'ascenseur ne fonctionne plus. La seule issue, ce sont les fenêtres. Vous voyez le vide, 25 mètres plus bas. Vous voyez la foule horrifiée qui s'est rassemblée dans la rue. Vous entendez les cris. Et vous devez faire un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. Brûler vive ou sauter. Une à une, puis par deux, par trois, vos compagnes se jettent dans le vide, leurs jupes en flammes. Vous entendez le bruit sourd et terrible de leur corps heurtant le trottoir. C'est le son que fait le désespoir quand il rencontre la gravité. 146 personnes, principalement des femmes et des jeunes filles, sont mortes ce jour-là.
Une simple clé aurait pu les sauver. Quand le travail ne vous tuait pas, il fallait encore se méfier de ce que vous mettiez dans votre assiette. Car si votre corps survivait à l'usine, il devait encore affronter le combat quotidien contre la nourriture frelatée. Votre pain, par exemple, cet aliment de base, est rarement ce qu'il prétend être. Pour le rendre plus blanc, plus lourd et donc plus rentable, le boulanger n'hésite pas à y ajouter de l'alun, un sulfate d'aluminium qui irrite l'estomac, ou pire, de la craie, de la poudre d'os, voire du plâtre. Vous achetez du pain au poids, mais ce que vous payez, c'est le poids du mensonge et de la pierre. Chaque bouchée est un pari, un test de robustesse pour votre système digestif. Le lait que vous donnez à vos enfants est une autre source d'inquiétude. Il arrive souvent de la campagne déjà tournée. Pour masquer son acidité, on y ajoute du bicarbonate de soude. Pour lui redonner une apparence blanche et crémeuse après l'avoir coupé avec de l'eau, parfois l'eau sale de la rivière, on y incorpore de la cervelle de veau broyée, de l'amidon ou de la craie. On y trouve même parfois du formol pour le conserver plus longtemps. Ce liquide blanc, symbole de pureté et de santé, est en réalité une potion douteuse, un vecteur de maladies comme la tuberculose ou la typhoïde, surtout pour les plus jeunes, dont les corps fragiles succombent à ce que l'on appelle alors l'empoisonnement par le lait. Votre bière, cette boisson du peuple, ce réconfort après une dure journée, elle n'échappe pas à la règle. Pour lui donner de l'amertume sans utiliser trop de houblon coûteux, certains brasseurs peu scrupuleux y ajoutent de la strychnine ou de la picrotoxine, des poisons violents. Pour la faire mousser davantage, un peu de sulfate de fer fait l'affaire. Et pour lui donner du corps, on ne recule devant rien, mélasse, réglisse, et même de l'opium pour rendre les clients plus dociles et plus assoiffés. Vous pensez boire une simple chope pour vous détendre, mais vous ingérez un cocktail chimique conçu pour tromper vos sens et vous rendre dépendant. Chaque gorgée est une petite roulette russe. Même les couleurs qui égayent vos friandises sont des pièges. Ce beau rouge qui colore les bonbons de vos enfants ou la croûte de votre fromage de Gloucester. C'est souvent du minium, de l'oxyde de plomb. Ce jaune vif, du chromate de plomb. Ce vert éclatant, de l'arsénite de cuivre, le même que celui des papiers peints. Les confiseurs empoisonnent littéralement leur clientèle par pure esthétique, transformant une petite douceur en un risque de saturnisme. Manger était un acte de foi, une confiance aveugle envers des artisans qui jouaient aux apprentis sorciers avec votre santé. Finalement, le seul régime vraiment sûr était le jeûne. Et lorsque, inévitablement, votre corps tombait malade, empoisonné par votre travail, votre nourriture, ou simplement par l'air que vous respiriez, vers qui vous tourniez-vous? Vers la médecine, bien sûr. Une médecine où la logique était souvent aussi frelatée que le lait du matin. Prenez la moumie, ou moumia, l'un des remèdes les plus prisés pendant des siècles. Il s'agissait de poudre de momie égyptienne. On pensait que le bitume utilisé pour l'embaumement avait des propriétés curatives extraordinaires. Vous aviez des maux de tête? Un peu de poudre de pharaon. Des ecchymoses? Un cataplasme de reine d'Égypte. Le commerce de momies, entières ou en morceaux, devint florissant. On pilla les tombes sans vergogne pour approvisionner les apothicaires d'Europe. Quand les vraies momies vinrent à manquer, la demande était telle qu'on se mit à en fabriquer des fausses. On prenait les cadavres de criminels exécutés, de vagabonds ou de morts à l'hôpital, on les vidait, les remplissait de bitume, on les faisait sécher au soleil ou au four, puis on les broyait pour les vendre à prix d'or. Vous pensiez avaler la sagesse millénaire d'un prêtre égyptien pour soigner votre toux, mais vous consommiez en réalité le cadavre séché d'un voleur de poules de votre propre pays. Le cannibalisme médicinal avait de beaux jours devant lui, à condition d'être bien emballé. Une autre croyance tenace était celle du toucher royal. On pensait que les rois de France et d'Angleterre avaient le pouvoir de guérir les écrouelles, une forme de tuberculose ganglionnaire, par simple imposition des mains. Des milliers de malades se pressaient lors de cérémonies grandioses pour être touchés par le monarque. Le roi prononçait la formule « Le roi te touche, Dieu te guérit », et l'on espérait un miracle. Était un formidable outil de propagande, affirmant le caractère divin du pouvoir royal. Pour le malade, était surtout l'occasion d'attraper une autre maladie au contact de la foule, et de repartir avec une pièce d'or en guise de consolation. La guérison était rare, mais la démonstration de pouvoir, elle, était toujours réussie. Enfin il y avait la magie sympathique, cette idée que le semblable agit sur le semblable ou que l'on peut transférer une maladie. Pour soigner une verrue, on la frottait avec un morceau de viande que l'on enterrait ensuite. En pourrissant, la viande emportait la verrue avec elle. Pour faire tomber la fièvre, on pouvait la donner à un arbre, en y attachant un de vos cheveux. Ou, plus étrange encore, on plaçait un chiot vivant sur le ventre du malade, pensant que le petit animal, par sa chaleur et sa vitalité, absorberait le mal. Le chiot mourait souvent, ce qui était perçu comme la preuve que le traitement avait fonctionné. On sacrifiait ainsi des vies innocentes, sur l'autel de la superstition,
dans une tentative désespérée de déjouer le sort. Dans ce monde, pour guérir, il fallait d'abord savoir bien négocier. Dans ce monde où votre corps est un champ de bataille, la maladie n'est pas un accident, c'est une conversation. Une conversation intime et terrifiante avec votre propre mortalité. Elle commence souvent par un murmure. Un simple frisson que vous mettez sur le compte du froid. Une fatigue que vous attribuez à une journée de labeur trop intense. Mais le murmure enfle, devient une voix insistante, puis un cri qui résonne dans chaque fibre de votre être. La tuberculose, par exemple, que l'on nomme avec une poésie morbide, la phtisie, ou la consomption, est une séductrice. Elle ne vous frappe pas, elle vous consume lentement, de l'intérieur. Elle commence par cette petite toux sèche, presque élégante, qui vous prend au milieu d'une phrase. Puis viennent les sueurs nocturnes, qui trempent vos draps, et vous laissent au matin grelottant et épuisé. Votre appétit s'effrite, vos joues se creusent, vos yeux deviennent brillants, trop brillants, d'une lueur fiévreuse, qui donne à votre visage une beauté étrange et éphémère. Vous maigrissez, vous devenez presque translucide, tandis que la maladie sculpte votre corps pour en faire son chef-d'œuvre final. Le typhus, lui, est moins poète. C'est un assaillant brutal, né de la crasse et de la promiscuité. On l'appelle la fièvre des prisons, la fièvre des navires, la fièvre des armées. Il voyage sur le dos des poux, ses compagnons indésirables de la misère. Il ne prévient pas. Un jour, vous êtes debout, le lendemain vous êtes terrassé par une fièvre si haute que votre esprit se met à divaguer. Le monde se déforme, les murs ondulent, des visages grotesques se penchent sur vous. Une éruption de taches rouges, comme des piqûres d'insectes, couvre votre torse et vos membres. Votre langue devient sèche et noire, votre pouls s'emballe. Vous êtes pris dans un délire, un voyage fiévreux, où les cauchemars et la réalité fusionnent en un tourbillon insensé. Vous parlez à des morts, vous hurlez des ordres à des armées invisibles. Vous êtes plus dans votre lit, vous êtes sur le champ de bataille de votre propre cerveau, et bien souvent c'est le typhus qui gagne la guerre. Et puis, il y a la variole, la petite vérole, la plus redoutée de toutes. Elle est laide, elle est démocratique, elle frappe le pauvre comme le roi. Tout commence comme une grippe, avec de la fièvre et des courbatures. Mais au bout de quelques jours, les premiers boutons apparaissent sur votre visage, puis sur tout votre corps. D'abord de simples taches rouges. Elles se transforment en pustules remplies d'un liquide jaunâtre, tendu à craquer. Votre visage n'est plus qu'un masque boursouflé et grotesque. Chaque pustule est une brûlure, une démangeaison insoutenable. L'odeur qui se dégage de votre corps est celle de la décomposition. Une puanteur douceâtre qui imprègne la pièce et fait reculer vos proches. Si vous survivez, et près d'un tiers des malades n'ont pas cette chance, vous en porterez les marques à vie. Votre visage sera un champ de cratères. Un rappel permanent que vous avez dansé avec la mort, et qu'elle a daigné vous laisser repartir. Mais pas sans signer son passage. Face à cela, que faire? Avant de vous résoudre à l'épreuve de l'hôpital, ce lieu dont on dit qu'on y entre plus facilement qu'on en sort, vous tentez d'autres voies. Il y a la matrone du village, la guérisseuse, une femme qui connaît les secrets des plantes. Elle a les mains tachées de terre et de sucs végétaux. Elle vous prépare des décoctions amères, des cataplasmes à l'odeur forte, des onguents à la composition mystérieuse. Elle mêle à ses remèdes des prières anciennes, des formules marmonnées à la lune, des gestes qui relèvent plus de la magie que de la science. Elle est la gardienne d'un savoir ancestral, un savoir fait d'observations, d'essais, d'erreurs, et de beaucoup de superstitions. Vous buvez ces potions avec un mélange d'espoir et de méfiance, car vous savez que la même main qui guérit peut aussi, par erreur ou par malice, empoisonner. La naissance d'un enfant est un autre de ces moments où l'on s'en remet à des mains expertes, mais pas forcément savantes. La sage-femme est une figure centrale de la communauté. C'est elle qui vous assiste dans cette épreuve, qui est autant une promesse de vie qu'une menace de mort. L'accouchement se fait chez vous, dans la pénombre de la chambre, sur un lit de paille souvent sale. L'hygiène est un concept abstrait. La sage-femme a ses propres techniques, transmises de mère en fille. Elle vous fait boire des breuvages pour accélérer le travail. Elle vous masse le ventre avec de la graisse d'oie. Elle récite des prières à Sainte Marguerite, la patronne des femmes en couche. Si les choses tournent mal, ses outils sont limités. Il n'y a pas de césarienne, pas d'anesthésie. Chaque naissance est une lutte brutale, un pari sur la vie. La fièvre puerpérale, cette infection qui suit l'accouchement, emporte tant de jeunes mères qu'on la considère presque comme une fatalité. Donner la vie, c'est risquer la sienne, à chaque fois. Mais vient un moment où les remèdes de bonne femme ne suffisent plus. La maladie s'est installée, elle a pris ses aises dans votre corps. Le désespoir vous pousse alors vers la dernière destination, le dernier recours avant la tombe, l'hôpital. N'imaginez pas des chambres individuelles et des infirmières souriantes. Pensez plutôt à une immense salle commune, sombre et glaciale en hiver, étouffante et pestilentielle en été. Pensez à l'Hôtel-Dieu de Paris,
le plus ancien, le plus grand, le plus célèbre. C'est là que nous allons passer une journée. Vous y entrez, porté par 2 hommes qui vous déposent sur le sol froid de la salle d'admission. L'odeur vous saisit à la gorge. Un mélange complexe de sueur, d'urine, d'excréments, de vomi, de sang, et de cette senteur douceâtre et écœurante de la chair qui pourrit. C'est l'odeur de la souffrance collective. Vous êtes conduit dans l'une des grandes salles. Le spectacle est dantesque. Des lits immenses, conçus pour accueillir 4, 5, parfois 6 personnes, sont alignés en rangées serrées. Il n'y a aucune ségrégation. Vous, atteint d'une simple fracture à la jambe, vous vous retrouvez couché à côté d'un homme qui crache ses poumons, d'une femme en proie à une fièvre violente, et d'un vieillard qui semble déjà mort. Les draps, s'il y en a, sont rêches, grisâtres, et portent les traces des occupants précédents. On ne les change que lorsqu'ils sont littéralement pourris. Votre premier contact avec votre nouveau lit est celui de la paille humide et souillée qui sert de matelas, et de la proximité non désirée de corps étrangers, fiévreux et gémissants. La promiscuité n'est pas un risque, c'est une garantie de contagion. Le matin se lève, ou plutôt, la pénombre de la salesse, éclaircit à peine. Le réveil est brutal. Ce sont les cris, les toux, les râles des agonisants qui vous tirent d'un sommeil agité. Une religieuse, membre des Augustines qui gère l'établissement, passe entre les lits. Son visage est fermé, usé par la fatigue et l'horreur quotidienne. Elle n'est pas une infirmière au sens moderne. Elle est là pour soigner les âmes, bien plus que les corps. Elle vous tend une écuelle en bois contenant une bouillie tiède et insipide, le repas unique de la journée pour beaucoup. Vous l'avalez sans plaisir, simplement pour calmer les crampes de votre estomac. Le goût de la misère a la saveur de l'avoine trop cuite. Puis vient la visite du médecin. C'est un événement. Il arrive, suivi d'une cohorte d'étudiants en médecine qui se pressent pour ne rien manquer du spectacle. Il ne vous touche pas. Il vous observe de loin, renifle l'air autour de votre lit, écoute d'une oreille distraite la description de vos maux. Son diagnostic est rapide, souvent basé sur la théorie des humeurs. Vous avez trop de sang, ou pas assez de bile. La conclusion est presque toujours la même. Il faut saigner. La saignée est la panacée universelle, le remède à tout faire. On l'applique pour les fièvres, les inflammations, les chutes, et même la mélancolie. C'est la grande réinitialisation du corps, équivalent de redémarrer un ordinateur en espérant que ça résoudra le problème. L'aide chirurgien s'approche alors de vous. Il sort sa lancette, une petite lame bien aiguisée. Il cherche une veine à votre bras, la fait gonfler en serrant un garrot. Vous détournez le regard. Vous sentez la piqûre vive, puis la chaleur du sang qui écoule dans un baquet en métal posé à côté du lit. Vous regardez le liquide rouge s'accumuler. Un demi-litre, parfois 1 litre. Vous vous sentez faiblir, la tête vous tourne. L'aide chirurgien observe la couleur et la consistance de votre sang, y cherchant des signes de maladie. Quand il juge que la quantité est suffisante, il retire le garrot et pose un simple chiffon sur la plaie. Vous êtes laissé là, plus blanc et plus faible qu'avant, avec la conviction médicale que l'on vous a fait du bien. La matinée étire dans une monotonie morbide. Le seul événement qui brise la routine est le passage du prêtre. Il déambule dans la salle, l'air grave, offrant la confession et l'extrême onction à ceux qui semblent sur le point de passer de l'autre côté. Sa présence est un mauvais présage. Quand il s'arrête près d'un lit, les conversations se taisent. On écoute le murmure des prières, le son du latin qui se mêle au gémissement. C'est une préparation au grand départ, une dernière formalité administrative avant de rencontrer son Créateur. La mort n'est pas cachée, elle fait partie du décor. Elle est aussi banale qu'un repas, ou qu'une saignée. Votre voisin de gauche, celui qui toussait toute la nuit, vient de rendre son dernier souffle. Il l'a fait sans bruit, dans une sorte d'enguerranderagesol. Épuisement final. Personne ne s'en est aperçu tout de suite. C'est l'immobilité de son corps, la fixité de son regard qui alerte une religieuse. Elle s'approche, constate le décès d'un signe de croix, puis appelle 2 hommes robustes. Sans cérémonie, il tire le corps du lit, l'enveloppe dans son propre drap souillé, et l'emporte. 10 minutes plus tard, la place est déjà occupée par un nouveau malade, qui hérite de la paille encore tiède de son prédécesseur. Le turnover est efficace. L'hôpital est une machine bien huilée, dont la fonction principale semble être de transformer les malades en cadavres. L'après-midi, si vous avez de la chance, des visiteurs sont autorisés. Un membre de votre famille peut venir vous voir, vous apporter un peu de bouillon, un morceau de pain, ou simplement s'asseoir en silence à votre chevet. C'est une bouffée d'air frais dans cet univers clos, un rappel qu'une vie existe à l'extérieur de ces murs pestilentiels. Mais c'est aussi un moment de tristesse, où vous lisez dans leurs yeux la pitié et la peur. Vous êtes devenu un objet de soin, mais aussi de répulsion. Ils ont peur d'attraper votre mal, peur de l'odeur de l'hôpital qui s'accroche à vous, peur de vous voir diminuer. Parfois, un cri plus fort que les autres déchire l'air,
C'est le cri d'une amputation. La chirurgie est un spectacle rare et terrifiant. Elle se pratique dans un coin de la salle, à la vue de tous. Il n'y a pas d'anesthésie. Le patient est maintenu de force sur une table par plusieurs aides. On lui donne une rasade d'alcool pour l'abrutir, un morceau de cuir à mordre pour étouffer ses hurlements. Le chirurgien, souvent un ancien barbier, travaille vite. La vitesse est sa seule compétence. Il tranche la chair, puis il scie l'os. Le son de la scie sur l'os est un bruit que l'on n'oublie jamais. C'est un bruit sec, râpeux, qui semble venir du fond des âges. Puis vient l'odeur de la chair brûlée, quand on cautérise le moignon avec un fer rougi au feu pour arrêter l'hémorragie. L'opération dure quelques minutes, une éternité de douleur pour le patient. S'il survit au choc et à la perte de sang, il devra encore affronter l'infection, le pourrissement d'hôpital, qui emporte la majorité des opérés. La fin de la journée approche, la lumière décline, les ombres s'allongent dans la grande salle. Une autre religieuse passe avec une louche de soupe claire, à peine plus consistante que de l'eau chaude. C'est le souper. Après cela, le silence relatif de la nuit s'installe. Un silence peuplé de bruits inquiétants. La respiration difficile des malades, les murmures des délirants. Le grattement des rats dans les murs et parfois sur le sol. Les lampes à huile projettent des ombres dansantes qui transforment les lits en tombeaux, et les malades en gisants. La nuit est le moment de la peur, de l'angoisse. Chaque douleur, chaque frisson est amplifié par l'obscurité. Vous priez pour voir le jour se lever. Une prière que tous ne verront pas exaucée. Lorsque la mort a fait son œuvre, le voyage n'est pas terminé. Le corps est transporté au cimetière. Oubliez les allées paisibles et les tombes individuelles. Le cimetière des Innocents, au cœur de Paris, est un terrain surélevé, saturé de cadavres depuis des siècles. Les corps ne sont pas enterrés dans des cercueils, mais jetés pêle-mêle dans d'immenses fosses communes. On ouvre une fosse. On y entasse les morts pendant des mois, les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'elle soit pleine. On la recouvre alors d'une fine couche de terre, et on en ouvre une autre juste à côté. Le sol est si gorgé de matière en décomposition que l'on dit qu'un corps y disparaît en 9 jours. L'odeur du cimetière est une infection pour tout le quartier. Par temps chaud et humide, une vapeur grasse et nauséabonde élève du sol, empoisonnant l'air, s'infiltrant dans les maisons, et l'on dit même qu'elle fait tourner le vin et surir la viande dans les caves avoisinantes. Le sol est instable, spongieux. Il arrive que des murs de caves s'effondrent, déversant un flot de cadavres à moitié décomposés, et d'ossements chez les malheureux voisins. Le cimetière n'est pas un lieu de repos, c'est une usine de recyclage macabre, un problème de santé publique à ciel ouvert. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'on se décidera à le vider, transférant des millions d'ossements dans les anciennes carrières souterraines de Paris, créant ainsi les catacombes. Un nettoyage nécessaire pour que la ville puisse enfin respirer un air qui ne soit pas celui de ses propres morts. Était le dernier acte, la conséquence ultime d'une vie où la maladie et la médecine menaient une danse souvent mortelle. Au-delà de la maladie et de la mort, il existe un autre réseau de terreur. Plus subtil, mais tout aussi contraignant. Celui des convenances, des superstitions et des tabous. C'est un code non écrit, gravé dans les esprits par des générations de peurs et de traditions, un ensemble de règles invisibles, qui régissent chaque interaction, chaque geste, chaque regard. Vous apprenez vite à naviguer dans ces eaux troubles, car une transgression, même involontaire, peut vous coûter bien plus qu'une simple réprimande. Elle peut vous coûter votre réputation, ce qui, dans ce monde où tout le monde connaît tout le monde, est une forme de mort sociale. La peur du mauvais œil, par exemple, est omniprésente. Un compliment trop appuyé sur votre enfant, un regard insistant sur votre bétail, et aussitôt la suspicion s'installe. Pour conjurer le sort, vous crachez discrètement par terre ou faites le signe des cornes avec votre main, des gestes de protection aussi instinctifs que de respirer. La place du marché est le théâtre principal où se joue cette comédie sociale. C'est là que les réputations se font et se défont, au gré des rumeurs qui courent plus vite que les rats dans les caniveaux. Le crieur public, avec sa cloche et sa voix de stentor, n'annonce pas seulement les édits du Seigneur ou les nouveaux impôts. Il est aussi le journal parlé du scandale. Il proclame à qui veut l'entendre que telle jeune fille a été vue en compagnie suspecte, que tel marchand est accusé de tricher sur les poids, ou que telle femme est une commère à la langue venimeuse. C'est une justice populaire, immédiate et cruelle. Pour les fautes plus graves, il y a le pilori, dressé en permanence au centre de la place. Y être exposé, la tête et les mains prises dans le bois, est moins une punition physique qu'une exécution symbolique. Vous devenez un spectacle, une cible pour les insultes, les crachats et les légumes pourris d'une foule qui se délecte de votre humiliation, heureuse que pour une fois, ce ne soit pas son tour. Un mariage n'est pas une affaire privée, c'est un spectacle public, une transaction validée par la communauté entière. Imaginez le cortège nuptial traversant les rues boueuses. La mariée, dans sa plus belle robe,
essaye de garder une contenance digne sous les regards scrutateurs de tout le village. On commente sa dot, la richesse de sa famille, sa mine plus ou moins réjouie. La cérémonie à l'église est suivie d'un festin où l'alcool coule à flot, déliant les langues et les corps. Et puis vient la nuit, avec ses rituels étranges et intrusifs. Le charivari par exemple, cette tradition barbare où les jeunes du village viennent faire un vacarme assourdissant sous la fenêtre des nouveaux mariés, avec des casseroles, des crécelles et des cris d'animaux, pour les encourager ou se moquer d'eux. Le but est de s'assurer que l'union est bien consommée, un fait d'une importance capitale pour la validité du mariage, parfois même vérifié le lendemain matin par l'exhibition publique du drap nuptial. L'intimité est un luxe qui n'a pas encore été inventé. La mort, elle aussi, est un événement social, encadré par des rituels conçus pour protéger les vivants autant que pour honorer le défunt. Lorsque quelqu'un meurt dans une maison, une série de gestes précis et immuables se met en place. On arrête les horloges à l'heure du décès pour figer le temps. On voile les miroirs, de peur que l'âme du mort ne s'y retrouve piégée ou qu'elle n'entraîne avec elle celle du premier qui s'y regarderait. La veillée funèbre commence. Vous vous retrouvez dans la pièce principale, où le corps est exposé sur son lit les mains jointes, une bougie brûlant à son chevet. La famille et les voisins se relaient toute la nuit. On prie, on boit, on mange, mais surtout on ne laisse jamais le mort seul. C'est une marque de respect, mais aussi une précaution. On se méfie des revenants. Un mort mal veillé, ou qui a des comptes à régler, pourrait être tenté de se relever pour tourmenter les vivants. Le cercueil n'est cloué qu'au tout dernier moment, juste avant de partir pour l'église, comme pour s'assurer une dernière fois qu'il ne manifestera aucune objection. Les jours de fêtes religieuses ou les carnavals sont des moments de rupture, des soupapes de sécurité où l'ordre social est temporairement suspendu. Durant ces quelques jours de folie contrôlée, tout semble permis. Les rôles s'inversent. Les pauvres se déguisent en riches, les hommes en femmes, les laïcs en prêtres. Vous vous couvrez le visage d'un masque grotesque, en cuir ou en papier mâché, et vous vous joignez à la procession chaotique. La musique est cacophonique, les danses sont frénétiques, presque convulsives. L'alcool et la nourriture grasse sont partout. C'est une explosion de vie, une célébration de la chair face à la rigueur des jeûnes et des interdits de l'église. Pourtant, même dans ce désordre, la peur n'est jamais loin. Un libelle de 1780 prétendait que la danse du carnaval, par ses sauts désordonnés et ses contacts impudiques, ouvre le corps aux vapeurs malignes et invite le diable à prendre possession de l'âme. La fête est un remède contre la morosité, mais un remède qui, comme les autres, peut se révéler être un poison. L'hygiène corporelle est elle-même un terrain miné de tabous et de croyances étranges. Alors que vous marchez dans des rues où les ordures et les excréments s'accumulent, vous avez appris à vous méfier de l'eau. Le bain complet est une pratique rare, souvent associée à la débauche ou à la maladie. Les médecins de l'époque, fidèles à la théorie des humeurs, pensent que l'eau chaude ouvre les pores de la peau, la rendant perméable aux miasmes, ces vapeurs pestilentielles responsables des épidémies. Se laver, c'est donc s'exposer, s'affaiblir. La propreté est une notion toute relative. On se contente d'une toilette sèche, en se frottant le corps avec un linge, ou l'on change de chemise de lin, car l'on croit que le tissu absorbe les impuretés du corps. Les odeurs corporelles sont masquées, pas éliminées, par des couches de parfums capiteux, des poudres et des eaux de senteur. La bonne société ne sent pas le propre, elle sent le cher. Il y a enfin les tabous, dont on ne parle jamais, ceux qui entourent les mystères du corps féminin. La menstruation est un sujet de crainte et de dégoût. Une femme durant ses règles est considérée comme impure, capable par sa seule présence de faire tourner le vin, d'empêcher le pain de lever, ou de faire rouiller le fer. Elle doit se tenir à l'écart de certaines activités, ne pas toucher la nourriture destinée à être conservée, ne pas s'approcher du bétail. C'est une malédiction mensuelle, une souillure qu'il faut cacher. La grossesse et l'accouchement sont également des territoires interdits aux hommes. La chambre de l'accouché est un sanctuaire féminin, où la sage-femme et les femmes de la famille officient dans un secret quasi total. Les cris que vous entendez ne sont que la partie audible d'un drame qui se joue entre la vie et la mort. Un drame pétri de savoirs ancestraux, de prières ferventes, et d'une ignorance médicale qui fait de chaque naissance un miracle ou une tragédie. Les rituels sociaux ne sont pas que des contraintes, ils sont aussi le ciment de la communauté. Prenez le baptême. L'enfant nouveau-né est fragile, menacé par 1000 dangers, visibles et invisibles. Le plus grand péril est de mourir avant d'avoir été baptisé, car son âme serait alors condamnée à errer dans les limbes pour éternité. L'urgence est donc absolue. Quelques jours à peine après sa naissance, emmailloté si serré qu'il ressemble à une petite momie, l'enfant est porté à l'église. La cérémonie est un exorcisme autant qu'une bénédiction. Le prêtre souffle sur son visage pour chasser les démons, lui met du sel sur la langue pour symboliser la sagesse, et loin d'huile sainte.
Le moment crucial est l'immersion dans l'eau glacée des fonds baptismaux, une épreuve de survie pour le nourrisson, qui en ressort souvent bleu et hurlant, mais sauvé. Il a désormais un nom, une place dans la communauté des chrétiens, et, plus important encore, un parrain et une marraine. Un réseau de secours, au cas où ses parents viendraient à disparaître. La justice elle-même est un rituel public, conçu pour frapper les esprits et réaffirmer le pouvoir. Lorsqu'un crime grave est commis, le procès est souvent expéditif. La torture est une procédure légale, un moyen d'obtenir des aveux, considéré comme la « reine des preuves ». L'exécution n'est pas une simple mise à mort, c'est un spectacle grandiose et terrifiant. Vous vous pressez sur la place publique avec des milliers d'autres personnes pour assister à la pendaison d'un voleur, ou à la décapitation d'un noble. Le condamné est promené dans la ville sur une charrette, un prêtre à ses côtés, tandis que la foule l'insulte ou prie pour lui. Sur elle, échafaud, il est autorisé à faire un dernier discours, une confession publique qui sert de leçon de morale. Puis le bourreau, souvent masqué, fait son office. Le silence qui tombe au moment de la mort, suivi de la clameur de la foule, est un mélange de soulagement, d'horreur, et de fascination morbide. C'est un divertissement brutal, mais nécessaire pour rappeler à chacun le prix de la désobéissance. Même l'acte de manger est codifié par une myriade de règles et de croyances. La nourriture n'est pas qu'une question de subsistance. Elle est liée à votre statut social et à elle, équilibre de vos humeurs. La viande rouge, chaude et sanguine, est réservée aux nobles et aux guerriers. Les paysans se contentent de légumes racines, qui poussent dans la terre, et de pain noir. On croit que certains aliments peuvent influencer le caractère. Manger du lièvre rendrait peureux, tandis que le cœur de lion donnerait du courage. Les manières de table sont un marqueur social. Vous apprenez à ne pas vous curer les dents avec votre couteau, à ne pas cracher par terre, et à ne pas vous moucher dans la nappe commune. Manger avec les mains est la norme, mais il y a un art de le faire sans paraître un sauvage. Partager son tranchoir, une épaisse tranche de pain qui sert d'assiette, et sa coupe de vin avec son voisin est un signe de confiance. Chaque repas est une petite pièce de théâtre où vous jouez votre place dans le monde. Mais ce monde de souffrance et de résignation-haine n'était pas une fatalité éternelle. Comme une nappe phréatique qui monte lentement et finit par percer la surface, une nouvelle conscience a commencé à émerger. Elle n'est pas née dans les palais ou les académies, mais dans le fracas des usines, dans la puanteur des hôpitaux, et dans le désespoir des taudis. Des voix se sont élevées, d'abord isolées, puis de plus en plus nombreuses. Celles de médecins, comme Ignaz Semmelweis, qui se battaient pour une idée si simple qu'elle semblait folle. Se laver les mains, avant d'accoucher une femme. Celle de Metz et d'écrivains et de journalistes qui osaient décrire l'indescriptible, qui mettaient des mots sur l'horreur du travail des enfants ou sur les conditions de vie dans les bas-fonds. Celle de réformateurs sociaux qui, armés de statistiques et d'une indignation nouvelle, démontraient que la maladie et la misère-haine n'étaient pas des punitions divines, mais les conséquences directes de choix politiques et économiques. Ce fut un réveil lent, douloureux, souvent combattu, mais inéluctable. Le changement le plus spectaculaire fut peut-être celui que vous ne pouvez plus voir, ni sentir. Les grandes épidémies de choléra du XIXe siècle, en frappant indifféremment les riches et les pauvres, ont créé une peur salutaire. On a compris que la maladie du voisin pouvait devenir la vôtre. Alors on a commencé à éventrer les villes. On a percé de larges avenues pour faire circuler l'air, on a abattu les quartiers les plus insalubres. Surtout, on a plongé sous les pavés. Des armées d'ouvriers ont creusé des kilomètres de galeries pour construire des réseaux d'aies, égouts, ces artères souterraines qui allaient évacuer la saleté loin des habitations. On a bâti des aqueducs pour amener l'eau propre, l'eau courante, jusqu'au cœur des foyers. Si aujourd'hui vous ouvrez un robinet et buvez un verre d'eau sans la moindre crainte, si l'odeur de votre ville n'est plus celle d'un cloaque à ciel ouvert, vous le devez à ces ingénieurs, à ces hygiénistes, qui ont mené une guerre silencieuse et acharnée contre des siècles d'immondices. Dans le même temps, les murs des usines ont commencé à trembler, non plus seulement sous la vibration des machines, mais sous la pression des premières lois sociales. Le combat fut long et âpre. Chaque heure de travail en moins, chaque interdiction d'employer des enfants de moins de 8 ans, chaque mesure de sécurité imposée fut une victoire arrachée de haute lutte. Les Radium Girls, empoisonnées par leur travail, ont intenté un procès qui a marqué les esprits et a contribué à établir la responsabilité de l'employeur. Les grèves des mineurs, des ouvrières du textile, durement réprimées, ont lentement fait plier la logique du profit à tout prix. Si aujourd'hui, votre journée de travail a une fin, si vous bénéficiez de jours de repos, d'une assurance maladie, si le concept même de sécurité au travail a un sens, c'est parce que des hommes, des femmes et des enfants, dont les corps étaient brisés par le labeur, ont osé réclamer une chose qui semblait alors un luxe extravagant, le droit de ne pas mourir pour gagner sa vie. La médecine elle aussi a connu sa révolution silencieuse. L'hôpital, cette antichambre de la mort, s'est métamorphosé.
La découverte de l'anesthésie a transformé la boucherie de la chirurgie en une intervention contrôlée, où la douleur N était plus une fatalité. Puis, Louis Pasteur et sa théorie des germes ont tout changé. On a compris que l'ennemi était invisible. Le chirurgien a abandonné sa redingote maculée de sang, autrefois signe d'expérience, pour la blouse blanche, symbole de propreté. On s'est mis à stériliser les instruments, à désinfecter les plaies avec de l'acide phénique, à se laver les mains. La mortalité post-opératoire a chuté de façon spectaculaire. Si aujourd'hui une simple appendicite n'est plus une condamnation à mort, si une plaie ouverte est soignée avec des antiseptiques et non avec de la bouse de vache, c'est parce que des esprits curieux ont eu l'audace de regarder dans un microscope et d'y voir un monde nouveau, un monde de microbes contre lequel on pouvait enfin se battre. Cette prise de conscience a également touché le contenu de votre assiette. Face au scandale répété des aliments frelatés, les premiers services de contrôle sanitaire ont vu le jour. Des lois ont été votées pour punir sévèrement ceux qui ajoutaient du plâtre au pain, du formol au lait ou du plomb aux bonbons. On a commencé à exiger la transparence. L'idée qu'un produit vendu pour la consommation humaine devait être sain et non toxique a fait son chemin. Cette liste d'ingrédients que vous parcourez aujourd'hui d'un œil distrait sur un emballage, cette date de péremption qui vous semble si évidente, sont les héritières directes de cette lutte contre la fraude et l'empoisonnement. Manger est redevenu un acte de subsistance et de plaisir, et non plus un jeu de hasard quotidien où votre estomac servait de laboratoire pour tester l'honnêteté de votre épicier. Au-delà des lois et des découvertes scientifiques, c'est toute une vision du monde qui a basculé. Le corps humain a cessé d'être perçu comme une entité mystérieuse, soumise aux caprices des humeurs et aux influences astrales, pour devenir un objet d'étude, une mécanique complexe que l'on pouvait comprendre, soigner et protéger. La douleur N était plus une épreuve divine à endurer avec piété, mais un symptôme à analyser, un ennemi à combattre. La vie elle-même a acquis une nouvelle valeur. La mort d'un enfant N était plus une fatalité banale, mais une tragédie inacceptable. Cet immense réseau de protection qui vous entoure aujourd'hui, de la sécurité sociale aux normes de construction, en passant par les vaccins et les inspections du travail, est le fruit de ce changement culturel profond, de cette conviction que la vie humaine est précieuse et qu'elle mérite d'être défendue contre la maladie, l'ignorance et l'exploitation. Toutes ces batailles menées dans la boue, la poussière et le sang ont tissé, fil après fil, la trame de votre confort moderne. Ce passé n'a pas disparu. Il est le soubassement invisible de votre présent. Elle, écho de la toux du mineur, résonne dans les lois sur les maladies professionnelles. Le sacrifice des Radium Girls est inscrit dans les normes de protection contre les radiations. Les cris des opérés sans anesthésie se sont tus pour laisser place au silence feutré des blocs opératoires. L'héritage de ces siècles de labeur et de souffrance n'est pas un monument de pierre que l'on visite, mais l'air plus pur que vous respirez, l'eau saine que vous buvez, la confiance que vous accordez à votre médecin, et la nourriture que vous mangez sans peur. C'est une conquête fragile, un acquis précieux que l'on ne perçoit que lorsqu'on ose regarder en arrière. Et maintenant le voyage s'achève. Le murmure de l'histoire s'estompe, laissant place au silence de votre chambre. Sentez la douceur des draps propres, écoutez le bourdonnement discret d'un appareil électronique. Prenez conscience de la chaleur douce qui vous entoure. Il n'y a plus l'odeur de la suie, ni le froid humide qui s'infiltre par les murs. Il n'y a plus la peur de la maladie qui rôde dans l'ombre, ni le bruit assourdissant de la machine qui vous attendra demain. Tout cela s'est éloigné. Ce n'est plus qu'une histoire, un rêve lointain. Laissez le poids de ce passé glisser de vos épaules, et ne gardez que la conscience de la paix et de la sécurité qui sont les vôtres, ici et maintenant. Reposez-vous, tranquillement. Vous êtes en sécurité. Dormez bien.